Il avait tout donné. Sa présence, sa patience, ses matins silencieux. Et pendant qu'il attendait que les choses s'arrangent, elle planifiait sa sortie, avec son prénom comme alibi. Une tablette oubliée au fond d'un placard, c'est tout ce qu'il a fallu. Pas une dispute, pas une intuition, pas une dénonciation. Juste un vieux câble de chargeur et le hasard cruel d'un après-midi ordinaire. Ce que cet homme a lu ce jour-là a détruit en quelques minutes ce qu'il avait mis des années à construire. Prenez le temps de vous installer. Cette histoire, vous ne l'oublierez pas de sitôt. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité, celle où les vérités que personne n'ose dire à voix haute trouvent enfin les mots qu'elles méritent. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dehors en ce moment. On aime savoir où vous êtes quand les histoires vous touchent. Le matin commençait avec l'odeur du café. Son arôme amer et dense envahissait la cuisine, chassant peu à peu le silence endormi. Adrien se tenait près de la fenêtre, appuyé nonchalamment contre le plan de travail, observant les premiers rayons du soleil d'automne s'accrocher au toit des garages d'en face. Il savait exactement sur quel carreau de vitre le reflet apparaîtrait dans 7 minutes. Comment l'ombre du balcon du voisin tomberait sur leur pelouse. 6 mois de télétravail avaient transformé le paysage derrière la fenêtre, autrefois simple décor, en une fresque qu'il connaissait par cœur. 38 ans. Responsable des approvisionnements dans une entreprise jadis prometteuse, aujourd'hui opérateur d'un terminal domestique. Visioconférences, tableurs, chaînes interminables d'emails parsemés de points d'interrogation. Son département avait été optimisé, comme on aimait dire là-haut, et transféré en télétravail permanent. Économie sur les loyers de bureau. Au début, cela ressemblait à un cadeau. Plus 2 heures de trajet. La possibilité de prendre un vrai petit déjeuner, d'être près de chez soi. Désormais, ce cadeau évoquait un vide joliment emballé. Jour après jour, semaine après semaine, tout à l'identique. En face, à la grande table, Nathalie s'asseyait habituellement, mais sa chaise était vide depuis quelques mois aux heures matinales. Elle partait tôt, pendant qu'il se retournait encore dans le lit. Sa femme, comptable dans un cabinet de gestion immobilière. L'année avait débuté par un grand projet, puis était venue la clôture annuelle, puis un contrôle fiscal. Elle avait toujours une explication, logique, lisse, comme un bilan comptable. Au début, il l'écoutait attentivement, acquiesçait, lui préparait une tisane apaisante quand elle rentrait épuisée, les traits tirés. Puis, il s'y était simplement habitué. La sonnerie du réveil sur son téléphone trancha net ses réflexions. Dans 5 minutes, la réunion de brief. Adrien prit sa tasse, s'installa devant l'ordinateur portable sur la table de cuisine, qui servait désormais à la fois de salle à manger et de bureau. L'écran s'alluma, affichant le calendrier avec ses annotations. Vendredi. Un vendredi sans relief particulier. Après le travail, il faudrait passer au chalet, repeindre la portion de clôture qui avait commencé à s'écailler après les pluies. Le samedi, apporter les médicaments de sa mère à la pharmacie. Elle ne supportait plus des longues files d'attente. Et le dimanche, si Nathalie était à la maison, il pourrait enfin tenir la promesse faite aux enfants 1 mois plus tôt, aller au jardin zoologique. Mais dans son agenda, la veille au soir, il avait aperçu la mention « Réunion avec les prestataires jusqu'à 17h, dimanche ». Il n'avait rien dit. Il avait appris à se taire en buvant son café, pendant qu'elle se maquillait à la hâte devant le miroir de l'entrée. À se taire en réchauffant le dîner à 22h quand elle rentrait, portant sur elle l'odeur de la ville, de l'air froid et d'un parfum étranger, parfois une légère et presque imperceptible senteur d'alcool. Les collègues ont fêté la clôture du trimestre, disait-elle, évitant son regard. Il la croyait. Ou plutôt, il s'efforçait de la croire, parce que l'alternative, commençait à douter, lui paraissait plus terrifiante que cette routine silencieuse et prévisible. Il se disait « Les temps sont difficiles pour tout le monde. Elle s'épuise. Elle tient à bout de force. Il suffit de patienter, de soutenir. Les angles se lieront. Le coup de feu passera. Et tout reviendra comme avant. Ils prendront de nouveau le petit déjeuner ensemble le week-end, riront devant des séries ridicules, planifieront des vacances au bord de la mer dont ils rêvaient depuis l'hiver précédent. Cette image,
la mer tiède, le sable, les rires des enfants, étaient son ancre intérieure. Il s'y accrochait comme à une bouée de sauvetage. Les enfants, Léa et Théo, 6 ans et 4 ans, dormaient dans la chambre voisine. Leur monde était simple et solide. Papa était toujours à la maison. Maman rentrait parfois tard, mais ne manquait jamais de venir embrasser les dormeurs. Adrien les avait déposés à la crèche après la réunion, comme à l'habitude. Sur le chemin, Léa lui avait parlé d'un nouveau jeu, tandis que Théo agrippait son auriculaire de toute sa petite main. Ces moments-là étaient des îlots de vie vrais et authentiques. Tout le reste ressemblait à une mise en scène de la normalité, dont il connaissait depuis longtemps son rôle par cœur. De retour chez lui, il s'attela au rapport. Les chiffres se brouillaient devant ses yeux. Ses pensées revenaient obstinément vers la chaise vide en face. Pour se changer les idées, il décida de s'occuper de ce qu'il repoussait depuis une semaine, réparer la prise électrique dans la chambre qui produisait des étincelles. Il trouva le tournevis, le détecteur de tension, coupa les disjoncteurs. La mécanique le calmait, des gestes précis, un résultat visible, un câble, des bornes, une prise en état de marche, aucune ambiguïté. Avant midi, c'était réglé. Il décida de continuer. Il s'attaqua à une vieille caisse de câbles et d'appareils électroniques qui croupissaient depuis des années au-dessus des placards. Elle regorgeait de chargeurs d'appareils depuis longtemps oubliés, d'écouteurs au fil usé jusqu'à la trame, d'enchevêtrements de cordons. Ayant tout déversé sur le sol du salon, Adrien entreprit de trier, ce qui partirait à la poubelle, ce qui pourrait encore servir. Une routine. Une méditation ennuyeuse et apaisante. C'est alors que, presque tout au fond, sous un nœud de câble gris, ses doigts rencontrèrent un boîtier lisse et froid. Il le sortit. Une tablette. Une vieille tablette de 7 pouces appartenant à Nathalie, celle qu'elle utilisait beaucoup 2 ou 3 ans plus tôt, avant de passer à un modèle plus grand. Celle-ci avait été oubliée là. Adrien la posa sur la table avec l'intention de la mettre de côté, mais quelque chose attira son regard, la prise de charge. Elle était exactement identique à celle de son ancienne miseuse électronique, dont le câble se trouvait justement là, parmi les fils. Il brancha machinalement le connecteur. Le voyant ne s'alluma pas. Déchargé complètement, pensa-t-il sans grand intérêt. Le chargeur de la liseuse était un peu faible. La tablette avait besoin de temps. Il laissa l'appareil sur la table, connecté au secteur, et alla à la cuisine se préparer un sandwich. 1 heure passa, peut-être 2. Adrien, ayant terminé ses rapports et envoyé ses derniers emails, jeta de nouveau un regard sur la tablette. L'écran était toujours noir. Il tendit la main pour la débrancher et son doigt appuya machinalement sur le bouton d'alimentation. L'écran s'alluma. Vivement, soudainement. Un fond d'écran. Une photo de famille prise 7 ans plus tôt dans un parc. Ils étaient tous ensemble. Lui, Nathalie, la petite Léa dans ses bras, le nouveau-né Théo dans la poussette. Tous riaient. Le soleil en plein visage. Une idylle au format numérique. Adrien s'apprêtait à éteindre aussitôt la tablette, mais son regard tomba sur la partie supérieure de l'écran. Là, parmi les icônes d'état, brillait l'icône familière d'une messagerie. Pas simplement une notification, c'était l'icône d'une session non fermée, d'une connexion active, comme si quelqu'un avait oublié de se déconnecter. Son cœur fit un bond, non pas par pressentiment, mais plutôt par une curiosité légère, presque oubliée. Qu'a-t-elle laissé là? De vieilles conversations avec des amis, des images amusantes. Il fit glisser son doigt sur l'écran pour le déverrouiller. Pas de mot de passe. Nathalie n'en mettait jamais sur les appareils de la maison. Le bureau était encombré de dossiers photos et de quelques jeux pour enfants. Il trouva l'icône de la messagerie et appuya dessus. L'application s'ouvrit instantanément et, sans transition, une conversation s'afficha devant lui, la dernière, active. En haut brillait un prénom, Sébastien. Adrien s'immobilisa. Son cerveau chercha une explication logique. Un collègue, un client, un vieil ami. Il commença à lire depuis le début des premiers messages visibles, datant d'environ 6 mois plus tôt. Au début, tout était anodin, presque professionnel. « Nathalie, tu peux m'envoyer le bon de commande scanné pour ce dossier, s'il te plaît ? » « Attends, j'arrive. »« Merci. Comment tu vas ?
épuisé. C'est le coup de feu en permanence. Puis le ton commença à changer. Progressivement, presque imperceptiblement, comme le ciel change de couleur avant l'orage. Dommage que tu sois si loin. J'aimerais tellement te voir aujourd'hui. Ne commence pas. Tu sais comme c'est compliqué. Je sais. Je pense à toi chaque jour, c'est tout. Adrien sentit un léger bourdonnement s'installer dans ses oreilles. Il fit défiler vers le bas. Les dates se succédaient. Les coups de feu de Nathalie, à en juger par la messagerie, ne s'arrêtaient jamais. Mais désormais, ils ne servaient pas seulement à justifier les retards, ils servaient de couverture. Demain après 19h, le même coin du café. Oui, je dirai à Adrien qu'une réunion sur le budget me retient. Parfait, j'ai hâte. Adrien, c'était lui. Son prénom dans une conversation étrangère, utilisé comme paravent, comme pièce d'un mensonge. L'air dans la pièce s'épaissit, devint difficile à respirer. Adrien continuait à lire, incapable de s'arrêter, comme on ne peut s'arrêter de regarder une catastrophe se dérouler. Les phrases devenaient plus explicites, plus tendres, plus crues. « J'aime tes cheveux sur l'oreiller. Arrête, je suis au travail. Et moi, je repense à hier soir. Tu étais incroyable. » Image envoyée. Une image. Adrien appuya dessus. L'écran se figea un instant, puis chargea la photographie, une photo de sa femme. Elle était allongée sur des draps blancs dans un ray de lumière matinale tombant d'une fenêtre inconnue. Elle souriait, heureuse, apaisée, rayonnante. Il ne l'avait pas vue ainsi depuis très très longtemps. Le cliché était intime, mais pas vulgaire. Il dégageait une chaleur et une appartenance. Cette appartenance même qu'il croyait être son privilège. Il ferma les yeux une seconde, les rouvrit, y fit défiler encore. Il y avait d'autres photos, plus explicites, envoyées très récemment, au cours du dernier mois, à en juger par les dates. Sur l'une d'elles, une main masculine avec une montre reconnaissable apparaissait dans le cadre. Pas la sienne, pas sa main, sur la taille de Nathalie. Puis vinrent les messages qui brûlèrent tout à l'intérieur, jusqu'aux cendres. Quand vas-tu enfin te décider ? J'en ai assez de ces cachotteries. J'ai peur, les enfants, Adrien, il ne se doute de rien. C'est justement pour ça qu'il ne se doutera de rien si on fait les choses bien. On peut y aller progressivement. D'abord, tu rentres de plus en plus tard. Ensuite, tu pars chez une amie quelques semaines, à cause de problèmes au travail. C'est tellement difficile. C'est quelqu'un de bien. Moi aussi, je suis quelqu'un de bien, et je t'aime vraiment. Nous deux, c'est réel. Tu le disais toi-même. Le dernier message était de la veille au soir, signé Nathalie. Demain après le travail, attends-moi. Je t'aime. Demain, c'est-à-dire aujourd'hui. Adrien se renversa contre le dossier de sa chaise. Tout autour de lui, le salon familier, le canapé, la bibliothèque, le jouet de Théo sur le sol, avait soudain perdu son volume, était devenu plat comme un décor de théâtre. Les sons de la rue, le ronronnement des voitures, les cris des enfants, parvenaient comme à travers une épaisse paroi de verre. Il fixait la tablette, cette fenêtre ouverte sur une réalité parallèle qui avait existé côte à côte avec la sienne, se nourrissant de sa confiance, de son silence, de ses matins solitaires devant la fenêtre. Il ne cria pas, ne pleura pas, ne projeta pas la tablette contre le mur, bien que sa main se fût serrée d'elle-même en un point. Il resta simplement assis et sentit, au fond de lui, quelque chose d'immense, de complexe et de fragile, qu'il avait construit pendant des années et appelé sa vie, son mariage, sa famille, s'effondrer avec un craquement sourd et sec, se réduire en une poussière fine et tranchante. Tout n'était que mensonge. Non pas simplement une trahison, une erreur fatale, unique sur laquelle on aurait pu, les dents serrées, trouver la force de poser les yeux. Non, c'était toute une seconde vie, soigneusement construite, planifiée, avec une distribution des rôles bien définie, et son prénom utilisé comme justification. Adrien ne se doute de rien. Ces mots lui brûlaient le cerveau comme un fer rouge. Il se leva lentement, les jambes cotonneuses. Il s'approcha de la fenêtre, celle-là même où il se tenait chaque matin. Le paysage lui parut étranger. Le monde dehors continuait sa vie, ignorant que dans l'une de ces boîtes d'immeubles venait de se produire un tremblement de terre qui avait rasé tout un paysage intérieur. Que faire ? La question flottait dans l'air, lourde et absurde.
Les principes, la morale, la douleur, tout cela se trouvait quelque part en périphérie. Ce qui le gouvernait à présent était quelque chose de plus primitif et de plus net. Une lucidité froide et concentrée, comme avant une opération logistique complexe où chaque étape devait être calculée. Sauf que l'enjeu n'était plus une livraison de marchandises, mais ce qui restait de sa dignité et l'avenir de ses enfants. Il jeta un coup d'œil à l'heure. Dans 30 minutes, il fallait aller chercher Léa et Théo à la crèche. C'était une ancre dans le réel, une tâche concrète et urgente. Adrien éteignit la tablette, débrancha le câble. Il ne la jeta pas, il l'éteignit et la posa sur la même table. Puis il alla à la salle de bain, se passa de l'eau glacée sur le visage. Dans le miroir, un visage pâle et inconnu le regardait, avec des yeux trop brillants. Il prit plusieurs inspirations profondes, tentant de reprendre le contrôle sur le tremblement de ses mains. Le trajet se fit dans un brouillard. Il salua machinalement l'éducatrice, aida les enfants à s'habiller, écouta leur bavardage, hocha la tête. Sa voix, de l'extérieur, sonnait calme et égale. Dans la voiture, Léa demanda « Papa, maman rentre tôt ce soir ?» Il la regarda dans le rétroviseur et dit « Je ne sais pas, ma chérie, probablement pas. » Son ton ne contenait rien d'autre que de la fatigue, et la fillette, satisfaite, reprit son livre d'images. Il ne les ramena pas à la maison. À la place, il composa le numéro de sa mère. « Maman, dit-il, et sa voix, à sa propre surprise, ne trembla pas. Les enfants peuvent dormir chez toi ce soir ? J'ai du travail urgent. Je vais m'occuper de rapports toute la nuit. Le bruit me gênerait. » Sa mère, habituée à ses demandes d'aide, perçut seulement une légère tension dans sa voix, mais ne discuta pas. « Bien sûr, mon chéri, amène-les. J'ai justement une tarte aux pommes qui sort du four. » Il les déposa, les aida à se déshabiller, écouta les recommandations de sa mère au sujet de ses médicaments, embrassa les enfants un peu plus longuement qu'à l'ordinaire, les serra fort contre lui. « Papa, qu'est-ce que t'as ?» s'étonna Théo. « Rien, je vais juste vous manquer, » répondit Adrien, et il sortit sans se retourner. Le chemin du retour était vide et silencieux. Son téléphone ne sonnait pas. Nathalie, comme à son habitude, n'avait pas prévenu de son heure de retour. Il s'arrêta dans une supérette, acheta un paquet de cigarettes. Il avait arrêté de fumer 5 ans plus tôt. De retour dans l'appartement, il ressentit le vide non comme un confort, mais comme une pression physique. Le silence lui vrillait les oreilles. Il n'alluma pas la lumière dans le salon. Il s'assit à la même table où il avait bu son café le matin, posa la tablette devant lui et attendit. Il fumait cigarette après cigarette, bien que la fumée lui parût fade et âcre. Les pensées commencèrent enfin à prendre forme, des formes nettes, dures. Il envisageait des options, des scénarios, des mots. Il n'était plus un mari trompé. Il était un commandant sur un champ de bataille où l'ennemi avait déjà frappé par derrière. Il fallait désormais choisir le moment et l'endroit pour riposter, et le faire de telle sorte que seuls les coupables soient atteints, que les enfants soient en sécurité. La pendule sonna 22 heures. Dans l'entrée retentit le son d'une clé s'insérant lentement dans la serrure. Un déclic, le grincement de la porte qui s'ouvre, le froissement d'un manteau, des pas légers. Nathalie entra dans le couloir, laissant derrière elle l'obscurité fraîche de la nuit d'automne. Elle ne sentait pas simplement la ville, elle sentait l'air d'un restaurant, ce mélange de café, de vin fin et d'un parfum étranger qu'elle préférait désormais au sien. Son visage, éclairé par la douce lumière de l'applique, paraissait fatigué, mais au coin de ses lèvres se cachait une satisfaction profonde et à peine perceptible. La journée avait été longue, mais elle s'était terminée exactement comme elle le souhaitait. Elle ôta ses chaussures, accrocha son sac, et s'étirant, se dirigea vers le salon, s'attendant au silence et peut-être à un thé chaud qu'Adrien lui laissait parfois dans le thermos. Au lieu de cela, elle le vit. Il était assis à la table au fond de la pièce, son visage plongé dans l'ombre, éclairé seulement par la lumière dure de la lampe de bureau, orientée non pas vers lui, mais vers le plateau de la table. Sur la table, juste sous ce mince faisceau de lumière, se trouvait la tablette. La vieille tablette oubliée. « Oh, tu ne dors pas ?» Sa voix sonna naturellement, avec une légère note de surprise.
Elle fit un pas en avant. Le sourire n'avait pas encore quitté son visage. « Je croyais que tu avais déjà… » Elle n'acheva pas sa phrase. Tout dans sa posture à lui, cette immobilité de pierre, l'atmosphère de la pièce, épaisse comme de la résine, criait le danger. Son regard glissa de son visage sombre et impénétrable vers la tablette, et se figea. L'interface familière de la messagerie était ouverte. Sur l'écran, brillant de blanc sous le faisceau de la lampe, ces derniers mots rayonnaient. « Attends-moi, je t'aime. » Le temps s'arrêta. Les sons. Le tic-tac de l'horloge dans la cuisine, le bourdonnement lointain de l'ascenseur disparurent. Le monde entier se rétrécit jusqu'à cette table, cet écran, cet homme silencieux en face d'elle. Ses lèvres formèrent son prénom sans un son. Adrien. Puis elle tenta de s'arracher un son de la gorge. Ce n'est pas ce que tu crois. Il leva lentement les yeux vers elle. Il ne contenait ni rage, ni douleur. Ce qu'elle attendait peut-être inconsciemment, et pour lesquels elle préparait déjà des justifications, des larmes, des suppliques. Il contenait le vide, un vide glacial et absolu, derrière lequel se dissimulait une telle force de mépris qu'elle en eut le souffle coupé. Si, c'est exactement ce que je crois. Sa voix était sourde, basse, dépourvue de toute intonation. Il ne criait pas, il énonçait un fait, comme s'il lisait à voix haute les données d'un rapport de livraison défaillante. D'ici demain matin, tu feras tes valises. Tu iras chez tes parents. Ces mots, prononcés si calmement et si nettement, s'abattirent sur elle avec plus de force qu'un cri. Elle sentit ses genoux se dérober et une froideur se creuser dans son ventre. « Quoi ? Non. Adrien, écoute, je peux tout expliquer. » Elle parlait vite, de façon paniquée. Les mots s'emmêlaient, se bousculaient. C'était une erreur. Ça a commencé une fois, il y a longtemps, et je ne savais pas comment te le dire. Il ne compte pour rien. Il continuait de la regarder sans broncher. Son silence était plus terrible que n'importe quel mot. Il disait « J'ai tout vu, j'ai tout lu. Tes paroles ne valent plus rien. » Les enfants, souffla-t-elle, s'accrochant à ce qui lui semblait être la dernière paille indestructible. Pour les enfants, Adrien, on ne peut pas, ils ne comprendront pas. On peut tout arranger. Je laisse tomber tout, je te le jure. Elle tomba à genoux, non par geste théâtral, mais parce que ses muscles avaient définitivement rendu les armes. Les larmes jaillirent en torrent, étalant le mascara, rendant son visage pitoyable et défait. Elle se rapprocha de sa chaise à genoux, tenta de saisir sa main. « S'il te plaît, une chance, une seule, je t'en supplie. » D'un mouvement sec et distant, il retira sa main sans même regarder ses doigts. « C'est justement pour les enfants que je tiens, » dit sa voix, toujours aussi plate et sans vie. « Mais ils ne doivent pas grandir à côté de cette honte et respirer ce mensonge. Tu m'as compris ? D'ici demain matin, si tes affaires ne sont pas faites, je les ferai moi-même et je les mettrai devant la porte. » Dans ses yeux à elle passa une lueur de terreur, puis un éclair d'orgueil blessé. « Tu n'en as pas le droit. Cet appartement est aussi le mien. »« Essaie de rester, dit-il très doucement. Essaie, et on verra ce qu'il en résulte. » Il se leva. Son ombre sur le mur sembla s'étirer et se densifier. Il la contourna, elle allongée sur le sol, comme on contourne un obstacle inanimé, et se dirigea vers la chambre. Il revint une minute plus tard, portant 2 grands sacs de voyage et une boîte à chaussures. Sans la moindre expression sur le visage, il les posa devant elle. « Tout ce qu'il te faut est là. Commence. » Puis il fit demi-tour et passa dans la cuisine. Elle l'entendit remplir un verre d'eau, le poser sur la table, puis le claquement d'un briquet. Il avait recommencé à fumer, debout près de la fenêtre, le dos tourné à la pièce, à elle, à son vieux monde brisé. Nathalie resta assise par terre encore une demi-heure, à sangloter dans un silence total auquel il ne réagissait pas. Puis, comprenant la stérilité de ses larmes, elle se releva, les mains tremblantes, et alla dans la chambre comme un automate. Elle fit ses bagages lentement, sans logique, fourrant dans les sacs des robes d'été et des pulls chauds, oubliant les sous-vêtements, attrapant des bibelots inutiles. Tout ce temps, elle attendait qu'il entre, que ce choc glacial cède la place à une dispute ordinaire, puis à une réconciliation,
puis à des tentatives douloureuses mais vivantes de recoller les morceaux. Mais la porte de la chambre restait ouverte, et du salon ne lui parvenait que le son régulier, désormais haï, de sa respiration, et le crépitement rare du tabac. Elle tenta de reprendre la parole, cria depuis la chambre. « Et les enfants, tu vas chasser leur mère ?» Du salon, sans hausser le ton, la réponse lui parvint. « Les enfants sont chez ma mère, ils sont en sécurité. Toi, tu as cessé d'être leur mère le jour où tu as commencé tout ça. Fais tes bagages. » Ce furent les dernières paroles qu'il lui adressa cette nuit-là. Vers 4 heures du matin, les sacs étaient sommairement remplis. Elle se tenait dans l'entrée, le visage bouffi de larmes, dans sa robe froissée, celle dans laquelle elle était rentrée de son dîner. Elle fixait son dos. Il était toujours assis à la table, sans bouger. « Je vais chez une amie, » chuchota-t-elle, « pas chez mes parents. » Il se taisait. « Adrien !» cria-t-elle dans un élan de désespoir. « Un mot, maudis-moi, frappe-moi, n'importe quoi, mais ne te tais pas. » Il tourna lentement la tête. La lumière du salon tombait sur la moitié de son visage. Il était épuisé, vieilli, mais dans ses yeux demeurait ce même vide glacial. « Un mot ?» répéta-t-il. « Très bien. Adieu. » C'était pire qu'une malédiction, c'était un verdict. Elle sortit, tira la porte derrière elle, sans claquer, simplement tira. Le bruit du taxi qui s'éloignait sous la fenêtre était à peine audible. Adrien resta seul. Il demeura ainsi jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que le ciel au dehors commence à pâlir. Puis il se leva, écrasa la dernière cigarette depuis longtemps refroidie, s'approcha de la tablette et la prit entre ses mains. Il ne le détruisit pas. Il l'enveloppa soigneusement dans un sachet plastique, comme une pièce à conviction, et le rangea sur l'étagère du haut de l'armoire, là où étaient conservés les vieux documents. Puis il ouvrit toutes les fenêtres pour chasser l'odeur du tabac et du mensonge. Il commença un nouveau jour. Un jour sans Nathalie. Adrien ne se réveilla pas sur une sonnerie de réveil, mais sous l'effet d'un silence absolu et oppressant. Plus le bruit familier de la douche, plus le tintement de la vaisselle, plus la voix de Nathalie parlant à la hâte au téléphone. Le silence était physique, il lui vrillait les oreilles. Il resta allongé à fixer le plafond, éprouvant une clarté étrange, presque clinique. La douleur, bien sûr, immense, sourde, comme un bloc de glace dans la poitrine. Mais elle se tenait à distance. On pouvait l'analyser comme le symptôme d'une maladie. Ce qui le gouvernait désormais, c'était une résolution froide et implacable. Il alla d'abord chercher les enfants chez sa mère, lui expliquant brièvement et sans émotion « Nathalie et moi, c'est fini. Elle est partie. Les enfants restent ici quelque temps si tu veux bien. Il me faut quelques jours pour tout organiser. » Sa mère le regardait avec effroi, posait des questions, mais voyant son visage de pierre et entendant ce ton qui n'admettait aucune objection, elle hocha simplement la tête, serra les petits-enfants plus fort contre elle et dit « Fais ce que tu as à faire, mon chéri. On est là. » Il se rendit ensuite chez un avocat, pas le premier venu, mais celui dont il avait entendu dire qu'il était le spécialiste le plus rigoureux et le plus intègre en droit de la famille. Dans un bureau aux senteurs de cuir fin et de vieux livres, il exposa la situation avec la même sécheresse qui l'aurait mise à présenter un problème fournisseur en réunion. Les faits, les dates, les preuves. Il avait imprimé quelques captures d'écran clés de la tablette, en omettant les photos les plus explicites. L'objectif ? Divorce dans les délais les plus courts. Garde des enfants confiés au père. Partage des biens. L'avocat, un homme âgé au regard pénétrant, l'écouta sans l'interrompre, puis demanda « Et votre position sur une éventuelle réconciliation ?» Le tribunal propose souvent une médiation en première instance. « Aucune réconciliation », trancha Adrien nettement. « Ce n'est pas une dispute. C'est une trahison étalée dans le temps. Je ne vivrai pas un jour de plus sous le même toit que cette personne. Et mes enfants ne grandiront pas dans une atmosphère de mensonges et de double morale. » L'avocat hocha la tête, comprenant qu'il avait affaire non à une victime émotionnelle, mais à un stratège de sang-froid. « Bien, alors on joue dur. La pension alimentaire, évidemment à sa charge. Le bien immobilier sera vendu, le produit partagé. Compte tenu du fait que les enfants restent avec vous et que votre dossier est irréprochable,
Les chances sont très bonnes. Pendant la préparation des documents, Adrien s'occupa du quotidien. Il s'installa avec les enfants chez sa mère et mit son appartement en vente. Les affaires de Nathalie qu'elle n'avait pas emportées, il les emballa soigneusement dans des cartons et les porta chez ses parents. La rencontre fut brève et pénible. Sa mère pleurait. Son père tenta de dire quelque chose sur le pardon. Adrien l'écouta en silence, puis dit « Lui pardonner, c'est votre droit en tant que parent. De moi, elle n'obtiendra aucun pardon. Jamais. Veuillez le lui transmettre. » Et il repartit. Les premiers jours, Nathalie le bombarda d'appels et de messages. Le ton oscillait entre l'hystérique et le larmoyant, puis devenait agressif et accusateur. « Tu es égoïste, c'est toi qui détruis cette famille. » Puis, quand la convocation du tribunal arriva, le ton vira à l'imploration, puis au registre professionnel. Elle tenta de faire pression par des connaissances communes, d'attendrir, de trouver des intermédiaires. Mais Adrien était impénétrable. Il ne répondait pas à ses appels, ignorait ses messages, ne communiquait plus qu'à travers son avocat. Il s'était transformé en forteresse, et tous les ponts vers son ancien monde avaient été brûlés jusqu'aux fondations. Léa et Théo, eux, étaient perdus. Ils manquaient de leur mère, posaient des questions. Adrien ne leur mentit pas, il leur parlait dans un langage à leur portée. Maman et papa se sont disputés très fort, si fort qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. C'est très triste, et ce n'est ni ta faute, ni la tienne, disait-il en s'accroupissant devant eux et en les regardant droit dans les yeux. Maman va vivre ailleurs maintenant, mais elle reste votre maman et elle vous aime. Vous la verrez. Et papa sera toujours avec vous, pour toujours. Il ne traîna pas Nathalie dans la boue, ne prononça aucun mot blessant à son égard. Son honnêteté, même dépourvue de détails, et sa stabilité devinrent pour les enfants le socle sur lequel ils commencèrent à construire une nouvelle réalité. Il multiplia le temps passé avec eux, parcs, musées, balades à vélo, et même de simples soirées avec des jeux de société et une pizza maison. Il apprenait à être père et mère à la fois. Il tressait les nattes de Léa, maladroitement d'abord, puis de mieux en mieux. Il expliquait patiemment les règles du football à Théo, lisait les contes du soir en changeant de voix pour chaque personnage. Le tribunal, comme l'avocat l'avait prédit, alla relativement vite. Les preuves fournies, ainsi que les témoignages attestant de la séparation de fait et du fait que les enfants vivaient de manière stable depuis 6 mois avec leur père et leur grand-mère, jouèrent leur rôle. Nathalie, désorientée et abattue, faisait peine à voir lors des audiences. Ses tentatives de se justifier, affirmer que c'était une erreur, qu'elle était prête à tout arranger, se brisaient contre la froideur implacable des faits de la messagerie et contre le calme de pierre d'Adrien. Il ne l'accusa pas depuis une tribune, il répondait simplement aux questions du juge. Oui, non, voici les documents. Sa certitude silencieuse et posée était plus éloquente que n'importe quelle mise en cause. Le jugement tomba. Dissolution du mariage, résidence habituelle des enfants fixée chez le père, pension alimentaire à la charge de Nathalie. Le bien immobilier serait vendu, le produit partagé à parts égales. Quand le président de la Chambre abattit son marteau, Adrien ne ressentit pas de soulagement. Il ressentit le vide. Comme au terme d'une longue randonnée épuisante, quand on atteint enfin le sommet et qu'on n'y trouve que le vent froid et des étendues désertes. Il vit Nathalie, qui n'y tenant plus, éclata en sanglots dans la salle. Leurs regards se croisèrent une seconde. Dans les siens à elle, la panique, le désespoir, la supplication. Dans les siens à lui, le même mur de glace infranchissable. Il lui adressa un signe de tête purement formel et sortit sans se retourner. L'appartement se vendit rapidement. Sa part, Adrien la plaça en apport initial pour un 3 pièces dans un quartier calme, non loin d'une bonne école et d'un parc. Plus petit que l'ancien, mais neuf, sans mémoire, sans fantôme tapis dans les coins. Une année passa, une année qui contenait toute une vie. Adrien changea de travail. Il quitta l'entreprise où tout lui rappelait le passé et rejoignit un grand groupe de distribution, toujours comme responsable des approvisionnements, mais avec des horaires plus structurés et la possibilité de travailler de temps à autre en mode hybride, sans être confiné à la maison à plein temps. Cela lui apportait le contact humain nécessaire,
un sentiment d'appartenance à un collectif. Superficiel, certes, mais réel. Les enfants s'adaptèrent. Léa entra en cours préparatoire, Théo en grande section de maternelle. Leur vie retrouva un rythme nouveau et solide. L'école, la crèche, les activités extrascolaires, les week-ends avec leur père. Il fit la connaissance d'une femme. Elle s'appelait Audrey. Elle travaillait comme orthophoniste dans un centre pour enfants où il emmenait Théo pour des séances de rééducation. Calme, avec un sourire doux et un regard attentif. Elle ne cherchait pas à séduire, ne s'imposait pas. Un jour, après une séance, elle avait simplement aidé Théo à nouer ses lacets pendant qu'Adrien était au téléphone. Puis ils se retrouvèrent par hasard dans un café et se mirent à parler. Il s'avéra qu'elle aussi était divorcée depuis plusieurs années et qu'elle élevait seule une fille. Pas de récit dramatique, pas d'accusation réciproque. Simplement 2 caractères incompatibles, une séparation à l'amiable, une relation apaisée, préservée pour l'enfant. Avec elle, c'était simple. Il n'avait pas besoin de jouer le rôle de l'homme fort et imperturbable. Elle voyait en lui un père qui s'efforçait, un homme qui avait traversé la douleur sans en sortir amer. Ils commencèrent lentement, des promenades avec les enfants, des sorties au cinéma en groupe. Elle n'exigeait rien, ne jalousait pas le passé. Sa bonté tranquille et stable devint pour Adrien ce qu'avait été jadis l'image de la mère, une ancre, un point d'appui dans la nouvelle réalité. Il ne ressentait pas cette passion qui, il le comprenait désormais, n'avait été que chimie et illusion. Il ressentait la paix. Et c'était plus précieux que tout. La vie de Nathalie, elle, prit une autre tournure. Elle loua un petit studio en périphérie. Avec Sébastien, comme il s'avéra, tout avait pris fin presque aussitôt après que la vérité eut éclaté. Ce qui l'intéressait, c'était la femme d'un autre, le secret, l'adrénaline d'une liaison interdite. Quand Nathalie se retrouva femme seule, divorcée, dont les enfants étaient confiés à l'ex-mari, tout le vernis de la romance s'évanouit. Il trouva rapidement une nouvelle situation compliquée à alimenter. Nathalie enchaîna les petits contrats avant de décrocher un poste de comptable dans une modeste entreprise, sans l'éclat de sa carrière d'autrefois. Elle voyait les enfants un week-end sur 2, comme le tribunal l'avait décidé. Adrien n'y fit jamais obstacle. Il ne montait pas les enfants contre elle. Il préparait simplement leurs affaires avec soin, glissait de l'argent pour le cinéma ou un café, et à l'heure convenue les déposait chez elle ou la laissait venir les chercher devant l'immeuble. Chacune de ces rencontres était pour elle une épreuve. Les enfants avaient grandi en 1 an, s'étaient forgés de nouvelles habitudes, de nouvelles histoires auxquelles elle n'avait pas participé. Il lui parlait de papa, d'Audrey l'orthophoniste avec qui ils allaient parfois au zoo, de la nouvelle école de Léa. Ils étaient courtois, tendres même, mais un mur invisible se dressait déjà entre eux, un mur bâti de sa trahison et de la présence silencieuse et constante de leur père. Dans leurs yeux, elle lisait de l'amour, mais plus ce même amour inconditionnel et enfantin. Un amour mêlé de pitié, d'une légère incompréhension. Il ne se souvenait pas de la scène, ne connaissait pas les détails, mais il sentait que maman avait fait quelque chose de très grave, à cause de quoi papa, qui avait toujours été si doux, était devenu si ferme et si froid envers elle. Quand elle ramenait les enfants, Adrien ouvrait la porte, un bref signe de tête. Tout s'est bien passé ? Oui, merci. Il ne l'invita jamais à entrer, ne lui proposa jamais de thé. Les enfants franchissaient le seuil, se retournaient, lui adressaient un signe de la main. « Au revoir, maman !» La porte se fermait, sans claquer, simplement se fermait. Et lui, resté dans l'entrée, écoutait quelques secondes le bruit de ses pas qui s'éloignaient de l'autre côté. Il n'éprouvait aucune satisfaction de ses souffrances, pas l'ombre d'une joie mauvaise. Il n'y avait que l'immense silence qui engloutissait tout. Ce même silence qui s'était installé cette nuit-là, quand elle était partie. Le silence à la place de la confiance, des projets communs, du café partagé le matin. Il avait gagné la bataille pour ses enfants, pour sa dignité, pour le droit de ne pas vivre dans le mensonge. Mais le monde qu'il avait préservé était silencieux et un peu désert. La joie qui y régnait était d'une autre nature, non pas débordante et partagée, mais tranquille, personnelle, conquise à un prix immense. Par un soir de fin d'automne, quand Nathalie ramena les enfants après une journée passée au parc, elle s'attarda sur le pas de la porte. Les enfants avaient déjà couru à l'intérieur. Adrien se tenait dans l'embrasure,
attendant qu'elle parte. « Adrien, dit-elle doucement. » Il la regarda. En 1 an, elle avait vieilli. Une fatigue permanente s'était installée dans ses yeux. « Je peux te poser une question ?» Il ne répondit pas, mais ne ferma pas la porte, signe qu'il écoutait. « Tu me pardonneras un jour, ne serait-ce qu'une seconde. Pas pour moi, pour toi, pour ne plus porter ça. » Il la regarda longuement. Le vent soulevait ses cheveux, des gouttes de pluie brillaient sur ses épaules. Il se souvint de la jeune femme rencontrée à l'université, qui riait d'un rire si communicatif. Il se souvint de la femme sur la photo de la tablette, heureuse dans des bras étrangers. 2 personnes différentes, et ni l'une ni l'autre n'était celle qui se tenait devant lui à cet instant. « Le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on décide, » dit-il enfin. Sa voix était calme, fatiguée. « C'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Je ne l'ai pas, et je ne cherche plus d'où le faire venir. Je vis, simplement. Et tout ce que j'avais besoin de savoir, je l'ai lu il y a longtemps. » Elle hocha la tête, comme si elle avait attendu exactement cette réponse. Ses lèvres frémirent, mais il n'y avait plus de larmes. Les larmes, semblait-il, étaient toutes épuisées. « Je comprends. Je voulais juste entendre ta voix. Au revoir, Adrien. Au revoir, Nathalie. » Elle se retourna et s'éloigna sur l'asphalte mouillé vers sa voiture. Il resta encore un instant à la regarder s'en aller, puis referma doucement la porte. Le déclic de la serrure fut discret, mais définitif. Dans le salon, les enfants avaient déjà allumé un dessin animé. Théo arrivait en courant vers lui en criant « Papa, on a vu un chien énorme !» Adrien le souleva dans ses bras, sentit le poids familier, l'odeur des cheveux d'enfant. Il serra son fils contre lui, posa les yeux sur Léa qui s'était installée sur le canapé. Cette maison, ces bruits, cette odeur de biscuits qui venait de la cuisine. Audrey, arrivée un peu plus tôt, avait décidé d'en faire. C'était sa vie désormais. Pas celle dont il avait rêvé, mais une vie vraie, honnête. Il ne cherchait plus de réponse à la question du pourquoi, ne tentait plus de comprendre ce qui en lui avait pu la pousser à faire ce choix. L'écran de la vieille tablette lui avait donné toutes les réponses dont il avait besoin. Sa faute à lui n'y figurait pas. Il n'y avait que le choix d'une autre personne. Un choix cruel et égoïste qui avait brûlé les ponts. Et il en avait assumé les conséquences pour eux deux. Il alla dans la cuisine où Audrey, les mains couvertes de farine, souriait avec une légère gêne en montrant les biscuits légèrement brûlés. « Ce n'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, dit-elle. » Il en prit un, en cassa un morceau. Il était sucré, avec une légère amertume. Comme la vie elle-même. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Tout va bien, dit-il. Exactement comme il faut. » Et c'était la vérité. Non pas un conte de fées heureux, mais une vérité simple, difficile, chèrement gagnée. Et elle suffisait. Elle suffisait pour continuer à vivre dans ce silence qu'il avait lui-même choisi et dans lequel il commençait enfin à entendre non plus l'écho du passé, mais les sons du présent.